Bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent dans ce live Codeur en scène. Ceux qui étaient déjà là, la première conférence sont déjà bien installés. Les autres, prenez place. Le chat est disponible pour vos remarques, vos questions. On va nous stocker vos questions et les poser à Julien à la suite de sa conférence. Il y aura une petite démo. Donc peut-être qu'on prendra des questions en cours de route, mais sinon on stocke tout pour la fin. Réagissez, clippez. Et on vous présentera le programme dans le chat. Donc, bienvenue à vous. Julien, je te laisse la parole donc, sur un retour d'expérience sur la méthodologie GitOps. C'est à toi, je te laisse te présenter. C'est parti. Eh bien, super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julien Dubois, je travaille chez Microsoft. Alors, attendez, j'ai une petite présentation que j'aurais dû prévoir dès le début. Voilà, je m'appelle Julien Dubois, je suis chez Microsoft, où je dirige l'équipe des développeurs advocates pour Java. Donc, moi, je suis un javaïste à la base. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, @Julien Dubois. Alors, quand je dis Microsoft, donc, je travaille pour les US, etc., mais je suis français, donc je suis ravi de faire une conf en français. Je fais généralement jamais ça en français, et c'est un plaisir d'être dans une langue, dans ma langue maternelle. On va parler effectivement de GitOps, on va parler un peu de Java aussi parce que je suis un javaïste. Et je voulais faire un petit lien. En fait, je suis venu à Codeur en scène, je pense que c'était il y a 2 ans à cause du Covid, et j'avais fait une conf sur un sujet qui s'appelle Gipster, parce que c'est un projet que j'ai créé il y a quelques années et qui continue d'être populaire. Apparemment, il y a plein de gens à Codeur en scène qui connaissaient. Là, c'est un peu la saison 2, c'est-à-dire que là, mon idée, c'était de prendre une application Gipster existante et de voir comment est-ce qu'on peut faire du GitOps avec. Alors, je suis surtout sur un TOC avec de la méthodologie et des outils pour passer en prod. C'est pas spécifique Java en soi, c'est pas spécifique Gipster non plus, encore moins d'ailleurs. Simplement, je voulais un truc concret, donc je me suis dit autant faire la saison 2 de Codeur en scène la fois d'avant. Donc en fait, on prend le projet d'avant et on utilise la méthodologie GitOps pour partir en prod. Mais c'est juste un exemple, c'est une démo, mais finalement, il n'y a rien de très spécifique à Java sur ce que je vais faire. Donc si vous n'êtes pas javaïste, c'est pas grave, de toute manière, c'est pas mon sujet, c'est simplement mon illustration. Euh, Sur cette démo, on va parler donc d'abord méthodologie GitOps et qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Je ne sais pas, vous, l'expérience de tout le monde, moi je suis un peu âgé, hein, j'ai les cheveux blonds et tout. Moi, il y a longtemps, on déployait, alors c'est réel, hein, moi, j'étais sur plein de projets, on allait en telnet, on changeait le code, on sauvegardait et c'était déjà en prod parce qu'il y avait, alors déjà, il n'y avait même pas de gestion de version, juste tu sauvegardais, c'était du Perl, hein. Tu sauvegardes ton fichier et tu es en prod. C'était super pratique. Par contre, enfin, super efficace aussi, hein. Il n'y a pas d'arrêt de prod, enfin, le temps que le fichier soit sauvegardé, quoi. Par contre, depuis 20 ans, on a un nombre de technos et de méthodologies qui ont considérablement progressé, hein. Il y a l'intégration continue, maintenant on fait des tests. Il y a la gestion de code source, hein. Alors, j'ai commencé avec CVS, après Subversion, maintenant il y a Git. Et dans la méthodologie GitOps, on est sur Git, bien sûr, parce que ça donne un certain nombre de capacités qu'on n'avait pas avant. Et puis, il y a le cloud. Donc, moi, chez Microsoft, forcément, je fais du Azure. Mais même en dehors de Microsoft, j'allais dire, aujourd'hui, la tendance mondiale est de partir sur le cloud, qui n'est pas du tout ce qu'on avait avant. Donc, aujourd'hui, on a des capacités de déploiement automatisé qu'on n'avait pas avant. Moi, je ne sais pas vous, moi, avant, quand je demandais des serveurs, des fois, on passait 3 mois avant qu'on nous lie le serveur, on le raquait. J'en ai raqué. J'en ai installé pour série, on se connectait, on installait l'OS. Bon, on est sur un monde qui a aujourd'hui considérablement évolué sur 20 ans, ce qui complexifie plein de choses, ce qui aussi, je dirais, quand même nettement mieux en termes de pratique, sécurité du code, mise à jour, etc. C'est plus tout comme avant. Et en termes d'automatisation, on est aussi sur quelque chose qui n'a plus rien à voir. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était la méthodologie autour de GitOps, mais deux, montrer comment je le faisais sur un projet et voir aussi les outils que j'avais et voir qu'en fait, on peut tout automatiser. Et la pub, j'allais dire, du projet que je voulais vous montrer, c'est on est un git push de la prod. Simplement, je fais git push et tout s'automatise et je suis en prod. Ce qui fait que j'allais dire, deux choses, j'allais dire antinomiques, mais qui marchent ensemble. C'est-à-dire que j'ai un pipeline complet qui va vérifier mon code, mettre à jour ma prod, etc. Donc quelque chose qui suit les meilleures pratiques, donc ce qu'on ne faisait pas à l'époque. Mais au final, j'ai aussi la même capacité qu'à l'époque, où finalement, je sauvegarde mon fichier et je suis en prod. Alors, pas aussi vite qu'avant, parce qu'il faut passer tout le pipeline, mais j'ai la même simplicité en tant que développeur, je sauvegarde mon fichier et je suis en prod. Ce que j'avais perdu, enfin moi, quand même, ce que j'ai perdu, on va dire, pendant 10 ans entre-temps,
parce qu'on n'avait pas toutes ces capacités d'automatisation qu'on avait. Donc, je propose de démarrer tout de suite sur du code. Alors, oui, j'avais oublié de dire, là c'est un peu particulier, je suis dans une chambre d'hôtel, donc c'est pas comme d'habitude. Mais du coup, ça m'a donné quelques contraintes qui étaient sympas, ce qui fait que je fais une présentation un peu différente, où j'utilise moins mon PC et moins le réseau, pour que vous puissiez me voir sans lag. D'habitude, en tant que javiste, je fais mes démos avec IntelliJ, on le voit, il est là, j'ai IntelliJ, etc. Là, on va faire un peu différemment. Donc, je vais prendre un projet Java et je vais tout faire dans le navigateur, et ça va être un peu amusant. Donc, je parlais de Gipster. Gipster, on a je ne sais combien d'applications d'exemples. Alors, c'est un générateur d'applications, donc d'applications d'exemples, on n'a pas de mal d'en avoir plein vu qu'on les génère. J'ai pris l'application principale, hein, c'est le Gipster Sample App qui a, attendez, excusez-moi, qui a ouais, quasiment 1000 forks. Enfin, c'est un truc qui est assez populaire. C'est une application Java, alors basée sur Spring Boot, mais très très complète. Pour le back. Sur le front, on a du Angular, donc pareil, on a quelque chose de très très complet. On n'est pas du tout sur une appli, c'est pas du tout un low world. On a aussi une base de données avec plein de tables. Enfin, on est sur quelque chose qui est, j'allais dire, réaliste par rapport à une application de prod. Là, je l'ai juste forqué, et on va voir comment je voudrais mettre en place une méthodologie GitOps dessus, comment ça va fonctionner, ce que je vais y gagner, de manière très concrète, hein. Donc on va l'apprendre, on va bosser. J'ai juste forqué là. Ah oui, non, j'ai fait une petite astuce, je vous la montrerai après, mais de base, vous voulez faire comme moi, vous forquez et vous êtes pareil. Donc je vais l'ouvrir. Moi, donc, classiquement, je l'aurais ouvert avec IntelliJ. Là, comme je suis à l'hôtel, j'ai fait autre chose. On va faire du code species. Donc ça, c'est une nouveauté GitHub. Je crois que c'est encore en preview pour beaucoup de monde, donc tout le monde n'a pas forcément accès. Donc ça permet aussi de montrer aux gens ce que ça fait. Code species, c'est un Visual Studio Code en ligne. Donc je clique juste et j'ai un Visual Studio Code qui va se lancer dans mon navigateur. Donc tout tourne dans le navigateur. Ce qui fait que je n'utilise pas mon réseau pour télécharger des dépenses Maven, NPM, etc. Ce qui m'arrange bien là dans mon cas. Il y a aussi un truc intéressant là que j'ai pas montré parce que je veux pas faire de bêtises sur ce que je vous montre parce que j'ai accès à des trucs qui sont pas publics. On peut aussi normalement choisir sa machine et moi j'ai accès à des machines jusqu'à 32 CPU. Donc si vous faites des choses, je sais pas, en Java vous faites du Graal VM, vous faites des trucs un peu balèzes, CodeSpaces c'est assez sympa parce que vous pouvez, évidemment vous payez plus cher, mais vous pouvez avoir des machines très puissantes suivant le besoin et que pour la durée laquelle vous en avez besoin. Vous scalez votre machine up ou down suivant le besoin. Là, j'ai ouvert CodeSpaces. Il y a tout installé, donc il reconnaît que c'est un projet Java, donc il installe tout. Ça fait penser, un truc que j'aime beaucoup, vous voyez, l'extension de pack pour Java, c'est fait par Microsoft. Microsoft qui fait du Java, c'est incroyable. Voilà, on fait ça en collaboration avec Red Hat. Quand vous faites du Java sur Visual Studio Code, c'est un projet conjoint entre Microsoft et Red Hat. On est avec eux, enfin, il y a des réunions toutes les semaines ensemble. C'est open source, c'est fait par les deux boîtes et on a atteint, je crois que c'était il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je ne sais plus, on a fait l'annonce là. On a maintenant plus d'1 million d'utilisateurs par mois. Alors 1 million d'utilisateurs par mois, on compte les gens qui l'ont utilisé plus de 2 fois dans le mois. Donc des gens qui pas quelqu'un qui l'a lancé juste pour regarder. On arrive maintenant à une population assez importante. On ne se rend pas compte, voilà, 1 million de développeurs tous les mois qui utilisent ça, ça voilà, j'allais dire, c'est pas encore du niveau d'IntelliJ en termes de support de Java, enfin, si vous êtes un gros javiste comme moi, mais c'est un truc qui est tout à fait utilisable et utilisé par beaucoup, beaucoup de monde. Donc là, j'ai mon projet. Bon, si je vais dans mon code source, on voit, je sais pas, j'ai main, Java, et j'ai une application Spring Boot normale que je peux lancer. Bon, je veux dire, ça dépasse un peu le cadre d'aujourd'hui parce que c'est pas l'idée, mais on voit que sur le back, j'ai du Java et j'ai du front. Ici, j'ai une web app avec de l'Angular. Si je prends les premiers fichiers, on voit, voilà, j'ai du TypeScript. Je sais pas, je vais prendre celui-là. J'ai du HTML, j'ai du TypeScript, voilà, j'allais dire, j'ai une vraie application. Et j'ai une base de données, parce que ce que je voulais montrer, c'était donc j'allais dire un vrai projet. Et ma base de données, attendez, si je vais dans les confs Spring Boot, on voit que j'ai du Liquibase. Vous savez, c'est pour stocker les changements de base de données. Et j'ai un certain nombre de tables. Alors, je ne sais plus combien il y a de tables, mais il y a une quinzaine de tables, je pense. J'ai quelque chose d'assez complet. Donc moi, en tant que développeur, ici, j'allais dire que je peux développer. Ça, c'était ma conf précédente à Codeur en scène il y a 2 ans. Maintenant, je voudrais déployer en prod, je voudrais déployer en prod facilement et je voudrais déployer en prod en suivant les bonnes pratiques. GitOps, c'est une méthodologie où l'idée est que la source de vérité de mon infra est sur Git, je la commit. Donc moi, en tant que développeur, c'est mes outils habituels, c'est-à-dire que c'est Git, bon là je suis sur Visual Studio Code, mais tenez-moi ce que j'aime beaucoup sur Git, je fais beaucoup de source tree. En tout cas, j'ai une suite d'outils à laquelle je suis habitué, qui est très bien pour forker, brancher, taguer. Et ça, pour
l'infrastructure, c'est vachement intéressant parce qu'en infrastructure, ce que je vais vouloir, c'est pas qu'un seul environnement. On va bosser à plusieurs, on va se partager les environnements, on va avoir des environnements de dev, de prod, de pré-prod. C'est très intéressant d'avoir un outil qui me permet de forquer ma prod et de la modifier, donc pouvoir revenir en arrière. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que ça va me forcer à scripter l'ensemble avec un outillage. Alors, il y a plusieurs outils pour faire de la configuration as code. Le plus connu, donc c'est celui que j'ai utilisé, c'est Terraform. Terraform, ça vous permet d'avoir une configuration complète qu'on va décrire ici et qui déploie sur tous les clouds, dont Azure. Pour ça que moi je l'aime bien et que généralement c'est le plus populaire parce qu'il est open source et il est multi-cloud, enfin multi-cloud. Il y a une configuration spécifique par cloud, mais vous avez quand même quelque chose qui est assez généraliste. Après, si vous utilisez Azure, on a typiquement ARM, qui est notre langage d'origine. Maintenant, on a Bicep, qui sont beaucoup à Terraform, par contre qui est spécifique Azure. Et alors quand je dis ça, c'est à la fois positif et négatif, hein. Il va avoir un meilleur support, mais par contre, vous êtes bloqué sur Azure. Donc ça dépend ce que vous faites. Chez nous, hein, chez Microsoft, les équipes Xbox, ils font que du Bicep. Forcément, Xbox, ils vont déployer que sur Azure, donc ils cherchent pas le multi-cloud, ils cherchent la chose la plus efficace pour leurs besoins qui est particulier. Après, moi j'ai beaucoup de clients, ils font du Terraform parce que déjà ils ont des compétences généralistes sur le cloud et qui ne sont pas spécifiques Azure. Donc, première chose que je voulais refaire, c'est faire cette configuration Terraform, qui n'est pas forcément évidente. Et la deuxième chose sur cette configuration Terraform, c'est que je vais vouloir bien la faire. Et ça, il y a différentes étapes. Terraform, les gens ont tendance à faire d'abord un gros fichier, après à se dire, ah, bah, tiens, il faudrait que je le modularise. Là, il y a déjà un travail sur Terraform en lui-même. Mais après, il y a un travail aussi sur Azure. C'est-à-dire qu'Azure a un certain nombre de bonnes pratiques que vous allez vouloir suivre, qu'on documente. On a un truc qui s'appelle le Cloud Adoption Framework, on documente les bonnes pratiques sur Azure. Le problème, c'est que quand vous démarrez et que vous voulez, là dans mon cas, je veux juste déployer une application Java, je n'ai pas spécialement envie d'aller regarder toutes les bonnes pratiques d'Azure. C'est pas vraiment là, je voudrais juste partir en prod. Là, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai un certain nombre de pratiques qui sont finalement très complexes et ça va me prendre plusieurs jours avant de coder mon Terraform, suivre les bonnes pratiques et tout préparer. Donc, pour ça, je vais tricher. Comme on avait parlé de la fois d'avant de Gipster, qui est un générateur d'applications, et que je travaille maintenant sur Azure, vous doutez bien, j'ai fait un générateur de configuration Azure. C'est le même truc que Gipster, mais c'est pour Azure. C'est un projet qui s'appelle NumGen, que je vais utiliser là, et qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite sur ce que je veux faire. Donc NumGen, c'est open source. Alors c'est fait par des gens de Microsoft, mais c'est open source, il y a pas de c'est un projet qui est complètement libre à côté. Et NumGen, c'est un projet où je vais pouvoir. Alors, pour ceux qui ont fait du Gipster, vous allez retrouver, enfin, forcément, c'est la même personne qui fait les deux. On va se passer un nombre de choses. Ce qui va m'intéresser ici, c'est que je vais prendre un projet. Alors, je vais l'appeler. Alors, attendez. Astuce pour Azure, mais pas que Azure. On a un nom de projet. Généralement, je prends un nom qui veut dire quelque chose et après, je mets des nombres aléatoires et j'essaie de ne pas être trop long. En fait, ce qui se passe, c'est que certains noms qu'on va avoir doivent être uniques. Par exemple, le nom de la base de données, elle est unique dans tout Azure. Donc, j'ai intérêt à avoir quand même quelque chose qui veut dire, voilà, comme codeur, quelque chose où je retrouve un petit peu ce que ça veut dire. Mais j'ai intérêt aussi à avoir des nombres aléatoires parce que sinon, il y a d'autres gens qui vont appeler leur base de données codeur et on va avoir un conflit. Et j'ai aussi pas intérêt à prendre un nom trop long parce qu'on a un certain nombre de ressources Azure, on va voir tout ce qu'on crée. Et certaines de ces ressources ont des limites en termes de taille. Et se rajoute à ça, alors ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qu'on n'a pas encore vu, j'ai des conventions de nommage et les conventions de nommage, elles vont encore rajouter des choses dessus. Donc là, j'ai intérêt à avoir un nom un peu court, unique, mais un peu parlant. Donc, euh, c'est toute la difficulté ici. Pour ça que généralement, je fais quelque chose comme ça. Je peux déployer différents endroits. Alors, en ce moment, je suis à Marseille, mais notre data center de Marseille, honnêtement, c'est pas le meilleur pour faire ce type de déploiement. Je vais partir aux Pays-Bas où on a un gros data center et je vais déployer mon app. Alors là, je fais juste en cliquant. On va voir ce que ça me génère derrière. Alors, c'est comme si une application Gipster, c'est du Spring Boot avec Maven. Vous voyez, j'ai plein d'options, hein, j'ai Docker, etc. .NET. Pour ça, je disais aussi, c'est pas une conf qui est spécifique Java, hein. Là, je vous le ferai avec du Go, je cliquerai sur Docker avec un Dockerfile, ça ne changerait pas grand-chose au final. Donc, je prends une application web Java, je vais prendre un plan un peu gros parce que voilà, on fait une démo, on va un truc qui marche bien. J'ai une base de données, PostgreSQL. Là, pour le coup, comme on n'a pas beaucoup de tables et pas beaucoup de volume, c'est pas la peine de prendre une grosse base. Et après, j'ai un nombre de services. Alors là, ce qu'on a mis, alors Azure, il y a, je vais dire 150 services. En plus, c'est une expression, mais en fait, il y en a plus que 150, il y en a je sais pas combien, il y en a 1000. Là, on a pris les principaux services. En fait, moi, j'ai des stats sur ce qu'utilisent les gens.
forcément, on voit que la plupart des gens, ils veulent du monitoring pour monitorer leurs apps. Ils veulent beaucoup de Key Vault. Key Vault, c'est notre outil pour gérer les clés. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, alors, d'ailleurs, c'est aussi l'intérêt de l'outil que je vais montrer ici. Nubgen, c'est une API. Je suis en train de juste dire une API, je veux de la sécurité ou pas. En fonction de ça, il va me générer une configuration qui n'a rien à voir, hein, suivant ces choix-là. Il y a un moteur qui ne me génère pas du tout la même chose. Si j'ai pas Key Vault, typiquement, mes credentials pour accéder à la base de données, pardon, ma base de données PostgreSQL, ils vont être en clair. Donc, mon application Java aura des variables d'environnement où il verra en clair le mot de passe de la base. Ce qui est pratique, mais qui n'est pas super sécurisé. Si je veux faire les choses bien, je choisis Key Vault. Et là, mes secrets sont gérés dans un coffre-fort qui a tout ce qu'il faut pour correctement gérer les secrets. C'est mieux. Par contre, d'une part, c'est plus compliqué, sauf si vous avez un outil comme ce que j'ai ici. Et d'autre part, je vais dire, c'est un peu plus coûteux. Là, franchement, ça ne va pas faire grand-chose. Mais bon, je dis toujours, voilà, quand vous prenez des services, ben, plus vous en prenez, ça a un coût. Donc, faites quand même attention. Donc, je vais vous dire tout ça et je vais cliquer ici sur ce petit bouton magique GitOps. Alors, Nubgen, à la base, c'est un générateur de configuration Terraform avec les bonnes pratiques. GitOps est optionnel. Bon, effectivement, vu de cette conf et honnêtement, vu ce que je fais, je coche toujours cette case. Je voudrais même qu'elle soit par défaut. Suite à ça, bah, je peux soit ici télécharger un zip avec une configuration Terraform et GitOps complète par rapport à mes besoins, soit encore mieux, un curl. Parce que moi, j'aime bien la ligne de commande. Et je prends mon curl, je vais dans mon projet ici, je vais ouvrir un terminal. Ah mince, hop, parce que j'ai Zoom qui me met des petites choses partout. J'ouvre un terminal et en fait, je vais coller mon curl. S'il veut bien, oui, hello. Ça va me générer une configuration par rapport à ce que j'ai choisi tout à l'heure. On voit que ça va faire plein de terraform. On peut déjà faire un petit tour avant. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais directement la committer et la pusher. On va voir ce que ça génère. Ça fait partie de la démo, ça va prendre 5 à 10 minutes. Donc je vais du coup aller un peu vite là-dessus pour pouvoir ensuite décrire ce qu'on fait. Donc je vais faire un git add, git commit-m YOLO, parce que je fais des bonnes pratiques aussi sur les commits. Hein, le message du commit, moi, c'est toujours au taquet. Git push. Hein, et je vais me faire un environnement de dev. Je vais faire git checkout. Checkout. -b, env, c'est un codeur. Un environnement pour codeur en scène. Et je vais faire un petit git push dessus avec l'upstream qui va bien. Hop. On va regarder après pourquoi j'ai fait ça. Là, il y a des choses qui sont parties. On va les regarder juste après. Comme ça prend quelques minutes, je préfère lancer ça au début, après détailler ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a créé un nouveau répertoire qui s'appelle Terraform, qui n'était pas là avant, dans lequel on voit que j'ai un certain nombre de choses. Attendez, je vais peut-être zoomer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre un peu plus gros. On va zoomer. Voilà. Hop. Oula, j'ai peut-être aller un peu fort même, par contre. Donc, on va mettre ça plus bas. Donc, ce nouveau répertoire Terraform, qu'est-ce qu'il a dedans? Il a un répertoire principal avec un main. On voit déjà que j'ai des variables en entrée, des choses en output. On voit que c'est quelque chose qui est prévu pour fonctionner dans un ensemble de choses. Ce n'est pas du Terraform tout simple. Et au-dessus de ce répertoire main, on voit que j'ai un certain nombre de modules qui correspondent au service que j'ai choisi. J'ai choisi App Service pour mon application, Application Insight pour le monitoring, Key Vault pour mes clés, PostgreSQL pour ma base de données. On voit déjà que j'ai un code qui est modulaire. Donc, par rapport à ce qu'on disait au début sur GitOps, donc je suis dans Git, on a vu. 2, j'ai de la configuration as code avec du Terraform, ça c'est bien. 3, elle est modulaire, donc c'est pas la configuration as code qu'on ferait, j'allais dire, quand on découvre. Et ensuite, quand on va dedans, on voit d'ailleurs sur des fichiers-là, on voit là que j'utilise un certain nombre de modules Terraform qui ne sont pas non plus évidents. Ça, c'est Azure Cloud Adoption Framework. Donc ça, c'est nos bonnes pratiques Azure, alors qui sont générales sur Azure, là qui sert par exemple pour le nommage. On va voir que quand je nomme mon ressource groupe, ce n'est pas le nom de mon ressource groupe de base, c'est un nom du ressource groupe qui est généré par le Cloud Adoption Framework. Donc, je vais avoir un nommage spécifique. On va voir le nom que ça me donne. Donc, moi, là, ici, je ne connais pas les bonnes pratiques Azure. Elles me sont fournies par un outillage, d'ailleurs fourni par Microsoft, qui suit une norme aussi fournie par Microsoft. Donc, je suis les bonnes pratiques sans forcément les connaître. Mais ce qui est intéressant, alors je trouve avec cet outil, en particulier ici avec Terraform, c'est que, imaginons que j'ai d'autres besoins. Imaginons que j'ai des particularités, je peux les modifier. C'est-à-dire que ça a été généré pour moi, ça reste quand même très lisible et très modifiable. Et pour ça, je vais prendre mon point suivant
sur les bonnes pratiques dont on parlait. Une bonne pratique alors, je vais dire sur Azure, mais c'est vrai sur tous les clouds, c'est de taguer ces environnements. On voit qu'ici, ça m'a généré un certain nombre de tags. J'ai un tag Terraform égale true. Moi, quand je fais du Terraform, j'aime bien dire ça, c'est géré par Terraform. En gros, ne va pas modifier ça à la main. C'est Terraform qui va utiliser. On voit que j'ai un nom d'environnement, que j'ai un nom d'application. On voit que j'ai des tags qui ont été faits pour moi. Et ça, pareil, c'est une bonne pratique qui n'est pas évidente au début. Ici, tout était géré pour moi. Par contre, moi, je suis un développeur qui a des besoins particuliers. Je sais pas, je vais mettre le nom de mon client, etc. Vous vous doutez bien, vous rajoutez votre tag ici à la main, git commit, git push, et c'est fait. C'est-à-dire que moi, je trouve que la beauté de cet outil-là, c'est que vous êtes à la fois sur un truc super simple, parce que j'ai juste fait un git push et je vais partir en prod. Enfin, c'est ce que j'ai fait déjà tout à l'heure. Mais aussi, si jamais j'ai des besoins très particuliers, je veux prendre une configuration tenez, dans App Service. On m'a sélectionné pour moi des bonnes choses. On a pris Linux par défaut. Ah ouais, le défaut parce qu'Azure c'est Microsoft, le défaut c'est Windows. Prenez du Linux si vous faites du Java. C'est moins cher, ça marche mieux. Il y a plein de Linux sur Azure d'ailleurs, au final. J'ai choisi une version de Java qui est Java 11. J'ai choisi, j'aime bien cette option, parce qu'on parlait tout à l'heure de déploiement. C'est des choses historiques quand vous faites du app service sur Azure. Par défaut, vous avez le FTP qui est ouvert, mais FTP, pas FTPS, hein, FTP pas sécurisé. C'est des trucs historiques. Du coup, par défaut, vous l'avez. Ce qui fait que quand vous faites du Azure, par défaut, vous avez un truc pas sécurisé, ce qui est scandaleux. Après, il y a l'historique. Ici, on voit que ça a été bien géré pour vous. Donc, vous avez quelque chose de mieux que ce que vous avez par défaut sur Azure. Après, vous voulez encore plus sécuriser, vous voulez faire autre chose, ben, vous pouvez toujours éditer et changer. Hop, alors, oui. Ah bah, alors ça, c'est la démo pas voulue, top. Moi, j'ai accès à GitHub Copilot si vous faites du VS Code. Maintenant, sur IntelliJ, il y a aussi un plugin. Copilot, c'est encore en preview. C'est un truc qui remplit pour vous avec de l'intelligence artificielle qui remplit pour vous votre code. Ça comprend le code Java, ça comprend tout. On voit ici, ça comprend même mon code Terraform et il me propose par défaut. Alors, pour le coup, c'est pas ça que j'aurais mis comme réponse, mais on voit que voilà, il a l'habitude, il m'a proposé plusieurs solutions pour mon code. Vachement intéressant, copilote. Donc ça, c'est un petit peu, on n'a pas le temps de tout faire aujourd'hui, il faudrait faire une session spécifique copilote. Si vous voulez en parler des copilotes, c'est super impressionnant, parce qu'en fait, on ne se rend même pas compte, il vient compléter pour vous, et souvent, il est malin. Là, pour le coup, j'aurais pas fait comme lui, mais franchement, souvent, c'est assez bluffant. Bref. Alors, Julien, je te donne juste la petite info que tu m'as demandé. On a dépassé le milieu de ta conf. Donc voilà, il te reste 18 minutes si je dis pas de bêtises. On doit être pas mal. Eh ben, je te remercie. On va aller vite voir du coup si ça a déployé, parce que là je parle, mais il y a une démo derrière. Quand j'ai fait Git push, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a déployé. Alors, 2-3 points intéressants là-dessus. Quand vous faites, alors moi je parle pour Azure, mais c'est un discours plus général. Il y a plusieurs moyens de déployer dans le cloud. Vous pouvez passer par un portail, donc un portail Azure. Vous avez vu, je suis pas allé dessus. Le portail Azure, il est très joli, mais c'est un clicodrome. Ça peut être sympa quand on démarre et qu'on veut créer un truc, mais alors, pareil, c'est pas du tout industrialisé. On veut bosser à plusieurs, on veut reproduire un environnement de dev, de prod, etc. Vous pouvez pas dire aux gens, ben, moi j'ai cliqué sur tel bouton, etc. Toi, tu fais pareil. On va pas s'en sortir. Généralement, les gens font ça la première semaine, après ils voient leur erreur. Ils cherchent automatisé. Après, sur Azure, on a une CLI. Pareil, la CLI, c'est vachement sympa, mais très rapidement, on se rend compte que la CLI, quand on bosse à plusieurs, on va vite se rendre compte qu'un outil d'infrastructure as code, c'est bien plus puissant. Donc, en fait, l'idée, c'est de vous éviter ces étapes d'apprentissage et d'aller directement sur le bon truc là. Je n'ai pas utilisé la CLI, je n'ai pas utilisé le portail, j'ai juste fait git push. Ça m'a appliqué une bonne configuration parce que j'ai cliqué au bon endroit dans mon interface graphique simplifiée, tout en gardant la capacité de changer ce que je voulais. Il y a un dernier point que je n'ai pas montré, parce qu'on parle GitOps, il faut bien quelque chose qui déploie. GitHub Actions. Il faut ici un outil de CI/CD. Alors, déjà, il vous en faut un de toute manière. Alors, en fait, oui, j'ai deux GitHub Actions ici. Là, j'en ai une par défaut. Ça vient de Gipster. Ça, c'est le projet que j'ai forqué tout à l'heure. Donc, Gipster, il a par défaut une GitHub Actions qui vous fait un build. Alors, on voit, il fait un build Node.js, un build Java. Alors, c'est Gipster. C'est très bien, mais c'est Gipster. Ce qu'on a rajouté là, quand j'ai fait mon petit curl, ça m'a rajouté une deuxième GitHub Actions qu'on a appelée GitOps et qui, elle, va faire j'allais dire trois choses. Elle va appliquer ma configuration Terraform. Donc, ce que j'ai décrit tout à l'heure en Terraform, c'est quelque chose qui va
prendre Azure et l'appliquer. On voit en fait, c'est la seule petite magouille que j'ai fait, la seule petite tricherie que j'ai fait, c'est qu'on a besoin de 2 variables d'environnement que j'ai déjà acceptées. On a un script qu'il faut automatiquement en fait. Et dedans, bah, alors, bon, il y en a une qui est spécifique Terraform, celle qui est vraiment importante, c'est celle-là, c'est les credentials Azure. Vous doutez bien que pour que GitHub Actions gère, manage mon Azure pour moi, il faut lui avoir donné une clé. Donc là, en fait, l'idée, c'est que cette clé est un secret dans GitHub. GitHub, de cette manière, accès au secret et peut ensuite appliquer, enfin, gérer Azure pour moi. Donc, il peut dépenser, on va dire, mes ressources Azure pour moi. Donc, ici, moi, GitHub Actions fait 3 choses. Elle met à jour mon infrastructure, elle build mon projet, et 3, elle le déploie. Donc, elle déploie le projet buildé sur l'infrastructure créée. Donc, je vais avoir 2 actions parallèles au début, et à la fin, une dernière action qui déploie. Ah oui, alors une dernière petite chose aussi, vous voyez que j'ai une GitHub Action qui est relativement courte. Ça, c'est une pratique que je recommande vivement. Ici, on fait des composites actions sur GitHub. Donc, en fait, j'ai d'autres repositories. Donc, c'est un repository GitHub qui s'appelle Microsoft/NubsGen Action. Si vous allez dedans, vous aurez le détail. L'intérêt, c'est de ne pas avoir des GitHub Actions super longues. Par défaut, avant, vous savez, on mettait tout dedans. Donc, c'était des GitHub Actions qui faisaient des centaines de lignes de YAML. Là, je réutilise des GitHub Actions déjà faites sur lesquelles j'ai un certain nombre de paramètres. On voit ici, j'ai 2 paramètres. Ce qui fait que pour, j'allais dire, la personne normale, il n'y a rien à faire. Voilà, ici, j'en ai une. Moi, pour les javistes, celle-là, par exemple, elle est très bien. Vous lui dites juste, voilà, build-moi mon projet avec Maven, et il sait faire. Ça évite de se lire la doc, mettre à jour des choses, tout est fait pour vous. Après, si vous avez des besoins particuliers, ça reste des projets open source, vous allez dedans et vous copiez-coller le YAML, et après vous pouvez tout modifier à la main si ça ne vous va pas. Mais je dirais pour 99% des gens, les GitHub Actions, les Composite Actions sur GitHub, c'est super bien. Ça vous permet de vachement réduire votre code et d'avoir aussi une réutilisation de vos actions. Ça, c'est une super pratique. Bref, on va aller voir notre projet. Pardon, c'est vrai que je suis sur le web, j'étais déjà dessus. Je vais aller sur mon projet ici dans GitHub. Et dans les actions, on a une action qui doit tourner. Ouh, il y a des actions qui ont. C'est intéressant parce que j'ai du rouge. Et j'ai du. Ah oui, parce que j'ai fait plusieurs choses différentes. Je vais aller que sur la dernière, parce que c'est la dernière qu'on a fait qui a du marché. Voilà. Parce que j'ai poussé plusieurs fois. Je vais aller voir le rouge, on va aller voir le rouge après si on a le temps, parce que je vois qu'il reste 10 minutes. Et c'était pas ce qui m'intéressait. J'ai fait des git push avant, je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin bon. Ce qui m'intéressait, c'était celle-là. Donc on voit que j'ai mon action GitHub qui est passée, qui avait mes 3 parties. Donc je gère l'infrastructure, je build mon projet et je déploie. Ces deux-là sont en parallèle. Donc ça, c'est mon Terraform, qui a priori s'est bien passé, qui a pris 5 minutes. Alors, on se souvient, hein, j'avais une base de données, une web app, de la sécurité, du monitoring, enfin, un truc assez complet. En parallèle, on avait mon build de Gipster, donc là qui fait du Java, etc., qui me build tout, avec des tests unitaires. Donc ça prend un peu de temps, mais comme ça en parallèle, l'ensemble a pris 5 minutes. Ensuite, j'ai une phase de déploiement. Et après tout s'est bien passé. Je vais cliquer, on va déjà aller voir si ça a déployé. Enfin, vu que c'est vert, je suis assez confiant, mais sait-on jamais. Hop, l'application est là. Et j'ai un Gipster, donc on est en prod. Donc là, je suis déjà tranquille, je sais que ma démo, elle s'est bien passée. Donc, parce qu'on avait parlé tout à l'heure pour les questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va les faire à la fin, vu que là, tout s'est bien passé. À la fin, on va avoir un peu de temps. C'est mon petit temps en cas de bug, hein, ça arrive toujours sur les démos. Donc, tout s'est bien passé. Et ce que je vous propose d'aller faire, c'est maintenant d'aller sur le portail Azure, voir ce qui s'est passé pour de vrai, et voir un peu dans le détail l'intérêt de tout ça. Jusqu'à présent, vous voyez, j'ai pu partir en prod, j'ai juste fait git push et je suis parti en prod. Ah oui, je voulais. Attendez, on va faire un truc encore plus fun. Si je veux d'autres environnements de travail, je vais ici et je crée une nouvelle branche. Alors, sur NubGen, on a une convention de nommage, il faut que la branche commence par env-quelque chose. Donc, si je crée une nouvelle branche que j'appelle env test et que je crée ma branche, créer de branche, qu'est-ce que je fais ici? J'ai un environnement de test qui vient de créer. En fait, ça m'a lancé une nouvelle action qui doit déjà tourner. Voilà. J'ai comité, je l'appelais YOLO. Ah oui, c'est ça qui bug aussi. J'ai 2 en parallèle. J'ai ma CI/CD qui vient de Gipster, qui est intéressante, mais qui n'a rien à voir. Et j'ai mon déploiement avec GitOps. Donc, GitOps, c'est celui-là. Donc, en fait, on voit, j'ai juste cliqué pour créer une branche. Ça m'a lancé ma GitHub Actions, ce qui me lance une nouvelle infra, un nouveau build, un nouveau déploy, et voilà. Donc là, moi, en tant que dev, tout ce que j'ai à faire, c'est tirer des branches, faire des git push. Tant que je fais que du Java, tant que je ne travaille pas sur l'infra, je ne sais même pas comment ça fonctionne, c'est très bien.
Et le jour où je vais modifier l'infra, comme c'est du Terraform, vous avez vu, c'est assez simple à modifier. Et pareil, git commit, git push, et on est reparti. Donc là, j'ai un truc qui est extrêmement efficace en tant que développeur pour partager mes environnements, en créer à la volée et les détruire, hein. Oui, alors, il y a différentes manières de détruire. Après, le plus simple, je vais le faire là, il suffit d'aller sur le portail Azure. Tout est dans une seule ressource groupe Azure. Donc après, c'est très simple à créer, à mettre à jour et à détruire. C'est important de créer et de détruire facilement. C'est comme ça que vous gagnez de l'argent en fait, hein, sur Azure. Il ne faut pas avoir d'environnement qui dure très longtemps vu que vous payez autant. Je vais aller sur le portail. Alors, c'est essentiellement pour montrer ce qu'on a fait, mais à nouveau, vous avez bien vu, j'ai pas eu besoin du portail, j'ai pas eu besoin de la CLI, et moi, c'est ce qui m'intéresse parce que je trouve que c'est très bien fait pour les experts, mais moi, en tant que développeur Java, j'allais dire 95% des gens que je vois, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre une web app avec une base de données et la déployer. Vous n'avez pas envie d'aller regarder comment ça fonctionne dedans et les bonnes pratiques, franchement. Vous perdez du temps pour rien. Alors, on va voir que ça crée un certain nombre d'environnements. Ah oui, puis j'avais un environnement que j'avais prévu avant en cas de backup. Je vais aller prendre celui qui a marché là. On voit, c'était celui-là qu'on a fait au début. Vous vous souvenez, j'avais appelé mon appli codeur avec des nombres. On voit qu'il m'a rajouté un préfixe et un suffixe. Alors ça, c'est la convention de nommage. C'est ce qu'on appelle le ressource group. Donc il a préfixé par RG. Et ensuite, j'avais un environnement, j'avais appelé env-codeur. Donc là, il m'a mis le nom d'environnement. On voit déjà que j'ai une convention de nommage qui est suivie. On voit que j'ai mes tags ici d'ailleurs, tout a été tagué correctement à ce qu'on disait, hein, par rapport à ce qu'on voulait. Et on voit qu'à l'intérieur, il m'a créé un certain nombre de services qui ne sont pas forcément évidents. Tenez, on a parlé d'application service, c'est notre passe pour Java. L'application service a besoin d'un plan. Là, il faut connaître Azure, typiquement. Là, j'étais content de ne pas avoir à aller regarder ça. Ils sont tous tagués correctement et ils sont tous aussi correctement configurés. Si je prends mon service, quand je vois la configuration ici Spring, ça c'est Nubgen qui a correctement configuré Terraform pour ça. Nubgen m'a créé une configuration Spring. On voit tout à l'heure que j'avais choisi Spring. Il sait que voilà, j'ai une data source parce qu'il sait que j'ai choisi PostgreSQL. Il a configuré Spring. Pour ceux qui connaissent Spring, on a une variété d'environnement spécifique. Voilà, Spring Data Source Password, vous avez votre mot de passe de la base dedans. Donc tout est correctement fait. Et comme tout à l'heure, j'avais cliqué sur KeyVault pour avoir la sécurité sur le mot de passe, on voit qu'ici, je n'ai pas le mot de passe en clair. En fait, j'ai une référence KeyVault et je n'ai pas le mot de passe. Pareil, chute de bonne pratique ici, et convention de nommage, etc. Et allons voir d'ailleurs le mot de passe sur KeyVault. On va voir la même chose. On va voir que j'ai un KeyVault qui était nommé avec la bonne convention de nommage, qui était tagué correctement. Et si je veux aller voir mes secrets, en fait, je n'ai pas le droit de les voir parce que justement, les secrets doivent être gérés par quelqu'un d'autre. Donc là, il va falloir que je monte mes permissions pour avoir le droit de voir les secrets. Je suis admin dessus, donc au bout d'un moment, je vais pouvoir les voir. Mais par défaut, je n'y ai pas accès. Donc on voit qu'on a quelque chose ici qui suit l'ensemble des bonnes pratiques d'Azure, qui sont loin d'être évidentes. Je l'ai fait sans compréhension même de l'ensemble. Par contre, j'ai toujours un contrôle total grâce à Terraform de ça. Donc j'ai à la fois la simplicité et le contrôle, ce qui honnêtement est assez unique. Si je reprends après la manière dont je vais pouvoir travailler ici, vous avez vu, tout ce que je fais, c'est des git push et des forks, et c'est très simple de créer des environnements, les détruire. D'ailleurs, si je veux le détruire, alors honnêtement, la manière la plus simple, je fais delete ressource group et je delete tout d'un coup, et ça ne me coûtera plus rien. Il y a d'autres manières, on peut automatiser aussi, hein. Et on est en train de travailler d'ailleurs, moi j'ai vu des gens qui avaient des idées assez intéressantes. En fait, ils font des fonctions, ils font du serverless qui scannent les ressources d'Azure. Et en fait, suivant des conventions de nommage ou des tags, ils vont dire je veux des environnements qui ont un time to live de 1 heure, 1 jour, etc. Et en fait, je crée d'environnements éphémères et automatiquement, les environnements sont détruits après une durée donnée. Je trouve ça vachement intéressant parce que vous voulez juste faire une démo, ce que je fais là. Vous prenez pas la tête, vous dites tiens, je veux un environnement pour 1 heure, vous avez un environnement pour 1 heure et après il est détruit et ça vous coûte, honnêtement, ça vous coûte quasiment rien, malgré le nombre de ressources créées. Donc ça, je trouve ça vachement intéressant. Je crois qu'il nous reste 7 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, je vois pas le chat. Alors, il y a eu des questions, on peut prendre les questions. Merci Julien déjà pour ta présentation. Alors, je vais sélectionner quelques questions rapidement et tu prends, tu laisses passer si c'est Je trop prends. sur d'autres technos. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ouvertures sur d'autres technos, sur d'autres choses. Donc, voilà. Première question de Sky for Fun. Terraform a l'air un peu verbeux d'après lui. As-tu testé Pulumi? Est-ce que tu connais Ah l'outil? oui! Alors, non, alors, c'est une bonne question. En fait, alors, sur Newgen ici, là c'est la version de prod. En fait,
on a en cours un support de donc Bicep, parce que c'est l'outil de Microsoft, hein, on fait pour en interne, et un support de Pulumi en cours. J'ai des réunions avec Jean de Pulumi toutes les, je sais pas, 2 semaines. Donc alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un autre outil d'infrascode qui est assez intéressant. Alors, bon point de vue parce que je suis javaïste, hein, mais il a des, en fait, il a des, remarquez, non, je dis ça dans ce cas, ils n'ont pas de support de Java, mais ils ont un support avec des langages de programmation. Donc en fait, on peut le coder typiquement en TypeScript, ce qui vous évite d'apprendre un nouveau langage. Bon, après moi, finalement, Terraform, moi, je suis bien mis, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est une autre manière de faire. Ils sont très dynamiques. Là, d'ailleurs, ils ont des choses assez uniques. Si on a réalisé sur Azure la semaine dernière un truc qui s'appelle Container Apps, donc pour déployer des compteurs Docker, c'est le futur, franchement, sur Azure, ce truc-là. Et il y avait un support du Pulumi qu'on a annoncé en même temps, parce qu'on a bossé avec eux. Donc, ils étaient en avance par rapport à Terraform. Je ne vais pas dire que c'est en avance sur Bicep, parce que comme Bicep, c'est ce qu'on utilise en interne, on est forcément bon. Mais ouais, on bosse avec eux. Simplement, ici, sur NubGen, moi, j'allais dire l'outil principal, parce qu'honnêtement, c'est Terraform qui a la plus grosse part de marché. Mais oui, on va avoir, en fait, sur mes versions de démo, ici, il y a une drop-down list en RAB. On a le choix entre Terraform, Pulumi et Bicep. Alors, j'ai qu'un souci sur Pulumi, c'est qu'ils ont donc ils supportent plusieurs langages. On va prendre TypeScript a priori, parce que c'est ce que font plus de gens. Mais ça m'embête un peu plus parce que ils sont, on va pas non plus taper tous les langages du Pulumi. Il faut sinon on va y passer beaucoup de temps. Mais donc oui, voilà. Et est-ce que NubGen te permet de faire autre chose que du Azure, d'autres clouds? Alors non, alors il n'y a aucune contrainte technique, hein. On génère du code Terraform, mais il n'y a aucune contrainte technique qui le limite à Azure. J'adorais qu'il y ait d'autres clouds d'ailleurs qui l'utilisent, hein, parce que à nouveau, l'idée c'est que ce soit open source et que ce soit pour tout le monde, hein. C'est comme, j'ai dit même comme Microsoft, hein, vous prenez Visual Studio Code, ce qu'on fait là, il n'y a rien de spécifique Azure, hein, donc il n'y a pas de contrainte technique du tout, et même au niveau perso, j'adorerais qu'il y ait d'autres clouds, mais aujourd'hui il n'y a pas d'autres supports simplement parce que faut le coder. Remarquez, c'est comme Pulumi, hein. Faut le coder. Et c'est déjà assez compliqué de faire Terraform avec Azure. On est en train de rajouter plein de choses, on rajoute de la sécurité et tout, donc il y a déjà beaucoup de boulot. Mais après, alors, l'open source, hein, les contributions sont bienvenues, et après aussi, il faut voir comment ça évolue avec le temps, mais j'aimerais bien qu'il y ait d'autres choses. Oui. Alors, on a deux questions, je vais les prendre en même temps. Alors, attends, elles ne sont pas mis dans le bon ordre là. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose de similaire avec GitLab? Et je prends la suivante avec. GitHub Action, GitLab CI ont des syntaxes différentes. Est-ce qu'il existe des choses pour être moins dépendant de la plateforme sous-jacente? Ah oui, alors, après, je vais être en toute honnêteté, hein, donc GitHub, ça appartient à Microsoft. Donc moi, alors, j'en fais, honnêtement, GitHub, moi, Gipster, etc., tout est sur GitHub. Donc moi, je suis un fan de GitHub depuis le début. Après, là, moi, j'y ai un intérêt parce que comme c'est aussi ce que je fais pour mon boulot, c'est vrai que c'est bien plus simple pour moi de dire je fais des GitHub Actions que si je fais du GitLab CI. Donc, pareil, c'est une question de temps, hein, il n'y a pas de raison. Honnêtement, la dépendance à GitHub est assez light. Quand on voit là mon action, elle n'est pas violente. Je pense que faire la même action, enfin l'équivalent sur GitLab CI, ne devrait pas être très compliqué. Donc là, pour le coup, par rapport à ce que j'avais avant, quand on parlait Pulumi, etc., Pulumi ou un autre cloud, il y a vraiment un gros boulot parce qu'il faut se retaper toutes les templates, c'est pas fini. Refaire la CI/CD pour GitLab, à mon avis, c'est 2 heures de boulot, ça doit pas être bien violent. Donc, je l'ai pas fait simplement parce que, alors, déjà, c'est moi ce que j'utilise de manière générale en dehors de mon boulot, mais aussi parce que pour mon boulot, c'est ce que je fais. Mais pareil, là, il y a vraiment pas de contrainte. Là, pour le coup, à mon avis, c'est facile. Autant les autres, j'ai un doute parce que, j'ai un doute. C'est faisable, mais on y passe en Il y a plusieurs du jours. boulot, ouais. Autant là, franchement, builder du Java, ou appliquer du Terraform, je pense que ça va être jouable facilement. Alors du coup, comme c'est ton outil, je pense qu'il y a une question qui peut être intéressante, c'est as-tu des moyens, des bons outils pour générer et tester des GitHub Actions? Alors, attends, j'ai oublié le nom. Il y a un outil qui permet de les faire tourner en local. Évidemment, j'ai oublié le nom. Donc oui, alors il y a des outils pour le faire, dont j'ai oublié le nom. Voilà, pour faire des tests d'intégration dessus. Tu nous les mettras dans le chat après si tu veux, ou tu le... Si je me rappelle. Là, je sais vraiment plus. Il y a un projet qui permet de les faire tourner en local. Après, non, personnellement, moi, les GitHub Actions, très honnêtement, moi, je les teste en live, hein. Je les fais tourner plein de fois. J'ai pas dit que c'était forcément formidable.
Après, je reste assez simple sur mes GitHub Actions. Alors, c'est aussi pour ça que j'essaie de les réutiliser. C'est pour ça que là, vous voyez, là, j'ai des composites actions. En gros, je m'embête à les faire une bonne fois et je les réutilise plein de fois. Et on a pareil sur Gipster. En fait, sur Gipster, pourquoi aussi ça marche bien, c'est que vous avez des actions qui sont utilisées. Gipster, maintenant, on a je sais pas, des centaines de milliers d'utilisateurs. Quand vous utilisez une GitHub Action générée par Gipster, vous êtes à peu près sûr que ça va marcher parce que vous êtes le 50e mille utilisateur de l'action. Euh, Ça ne veut pas dire que voilà, il y a des bons outils ni rien, ça veut juste dire qu'il y a suffisamment de monde pour avoir traité les problèmes pour vous. Les mecs d'avant, peut-être qu'ils ont galéré. Mais Merci Julien. voilà. Bah, c'était la dernière question. Là, Ah, on va déborder. On en avait d'autres, mais tu pourras continuer d'échanger donc sur eh ben, Twitter. Twitter, @Julien Dubois. Voilà ce que j'allais te dire. Euh, Franchement, c'est le meilleur moyen pour me joindre, surtout là où je vais me promener un petit peu. J'adore Twitter sur le téléphone, avec grand plaisir pour partager avec tout le monde.